On parle beaucoup de combats de haute intensité actuellement. La rusticité, c'est une base. Ça veut dire que plus on va être rustique, plus on va être capable de se consacrer principalement à notre travail et de ne pas être gêné par un manque de confort, un manque d'alimentation. Donc la rusticité, c'est vraiment important. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous avons rendez-vous au SNEC, le Centre National d'Entraînement Commando, qui est basé à Collioure et à Montlouis, dans le sud de la France. L'un des instructeurs et formateurs commando nous parlera de ses différentes missions et partagera avec nous des conseils pour gagner en rusticité et en confiance en soi. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Major, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, alors je suis le Major Grégory, je suis instructeur et formateur commando au Centre National d'Entraînement Commando, en brigade instructeur. D'accord. Quel a été votre parcours jusqu'à maintenant ? Alors je me suis engagé en tant que sous-officier direct, puis j'ai servi une dizaine d'années en régiment en tant que chef de groupe jusqu'à chef de section. Puis ensuite j'ai basculé dans la branche donc de l'instruction commando en servant 2 ans en Nouvelle-Calédonie au Centre d'instruction nautique commando, puis 5 ans ici au Centre national d'entraînement commando au 1er régiment de choc. Et enfin j'ai servi 3 ans à Libreville au Gabon en tant que chef de centre du CAOM, le centre d'aguerrissement outre-mer et étranger de Libreville. Puis maintenant je sers depuis cet été, je suis revenu au SNEC. D'accord. Vos missions ici, en quoi elles consistent ? Alors ma mission c'est principalement une mission de formation parce que en tant qu'instructeur en brigade, donc instructeur, on va former des formateurs pour qu'ils puissent exporter les savoir-faire qu'ils auront acquis ici au SNEC dans les régiments. D'accord. Comment on fait pour former des formateurs ? Comment on se forme à ça justement ? Alors, les personnels qui servent dans les brigades instructeurs sont des gens qui ont suivi le cursus de formation commando de la base et qui ont déjà une expérience en tant qu'instructeur. Donc ce sont des gens qui ont déjà servi soit en centre d'aguerrissement outre-mer et qui ont fait, ou ailleurs, et qui ont fait déjà 1 ou 2 ans en tant que dans les brigades moniteurs en tant qu'instructeur. Donc c'est des gens qui ont une expérience et c'est des gens qui, en règle générale, ont des qualifications un petit peu autres que l'instruction commando. Je prends pour le franchissement. On va avoir en général des gens qui sont formés dans des qualifications montagne, donc chef de détachement haute montagne ou même guide militaire. Le fait d'avoir une expérience opérationnelle en régiment, j'imagine que ça doit être intéressant justement pour être capable de mieux former les autres. Effectivement, c'est intéressant. À mon sens, c'est même indispensable pour pouvoir adapter l'instruction technique pouvoir la transposer dans ce qui va être fait plus tard, c'est-à-dire se servir de ces techniques au combat. Ici concrètement, qu'est-ce que vous apprenez en priorité aux stagiaires qui viennent ici ? Vous lui apprenez à gérer son stress, gérer sa fatigue, gérer ce genre de choses ? Oui, tout à fait, ça fait partie de l'enseignement. C'est pas ce qu'on va enseigner en priorité. On est ici pour enseigner des techniques commando, que ce soit de franchissement, de corps à corps, des techniques en explosifs, nautiques. Il y a un gros panel de techniques qui ici que les gens viennent acquérir au Centre national d'entraînement commando. Et effectivement, en enseignant ces techniques, on va pouvoir agir sur
la partie un petit peu plus, je ne vais pas dire psychologique, mais la partie mentale. Et effectivement, ce sont des techniques qui soit mettent les gens en difficulté et on va leur donner des conseils, on va leur donner des conseils pour surmonter leurs difficultés, pour améliorer leur pédagogie, pour améliorer leur communication, pour pas mal de choses. D'accord. Les gens qui viennent se former ici, c'est des gens qui vont être donc formateurs dans leurs unités. Il y a aussi c'est quoi les profils des stagiaires en général? Qui vient au SNEC? Alors, au SNEC, on a pour mission de former les cadres de l'armée de terre en priorité. Enfin, en priorité, principalement, plus les cadres de certaines autres armées. Ces cadres-là viennent dans un premier temps passer le 2e niveau commando, donc le monitorat commando. Les, entre guillemets, meilleurs sont sélectionnés et obtiennent, comment on appelle ça ? Ils obtiennent l'aptitude pour venir servir en tant qu'instructeur, enfin pour venir participer au stage instructeur. Et à partir de là, les instructeurs, donc quand ils viennent faire le stage instructeur, ils arrivent justement à ce niveau d'instruction, voilà, qui est un petit peu qu'on demande ici. D'accord. Vous formez aussi de façon plus épisodique pour le coup, parce que c'est un volume de stagiaires beaucoup plus réduit, mais des journalistes qui partent en zone de guerre, de conflit. J'ai eu la chance de le suivre lors de mon passage. En quoi ça consiste, ce stage ? Alors effectivement, on forme des journalistes pour les préparer à être projetés sur des théâtres, théâtres d'opération où l'armée française est engagée, mais pas que, pour aller sur des théâtres, on va dire, un petit peu, qui peuvent être dangereux. Cette formation, elle consiste à les préparer. Alors, c'est très intéressant pour nous, parce que ça nous sort un petit peu de notre zone de confort, de notre zone de travail habituelle, et on doit s'adapter au travail des journalistes, parce qu'on n'est pas journaliste, mais on doit quand même leur donner les bons conseils lorsqu'ils sont projetés sur des théâtres un petit peu dangereux. Donc, en fait, on doit s'adapter et on doit aussi s'adapter à la population. Parce que la population de journalistes est bien différente au niveau aguerrissement et peut-être pour certains le niveau physique. Et donc l'emploi du temps qui est mis en place et la façon dont on va dispenser l'instruction est assez différente de celle qu'on va donner à des soldats. Donc on va aller dans des domaines, on va insister peut-être sur sur la préparation, comment se préparer à une projection. On va insister sur des domaines par exemple, comment avoir la bonne attitude vis-à-vis de protagonistes sur un checkpoint peut-être, ou dans une situation un petit peu difficile. On va aussi essayer de voir une partie comment se comporter en captivité, si malheureusement le journaliste pouvait subir un enlèvement ou des choses comme ça. Et enfin, une des grosses parties du stage, c'est comment bien se comporter lorsque le journaliste est embarqué avec des soldats. Alors, pour notre partie des soldats français, voilà, de manière à optimiser le travail qui va être fait entre le journaliste et les forces françaises qui vont partir ensemble sur une mission. Il faut que les deux puissent faire leur travail, qui est différent, qui n'a pas le même objectif peut-être, mais qui au final doit être complémentaire pour que tout se passe bien. Sur ce stage-là,
qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux? C'est quoi les choses que vous avez remarquées les plus marquantes, parlant plutôt des erreurs pour le coup que vous avez notées? Parce que pour avoir vécu le stage, j'ai vu que la pédagogie tourne autour de... On est un peu poussé à faire l'erreur pour bien comprendre qu'on a fait une erreur, et après on voit ce qu'il aurait fallu faire pour le passage d'un checkpoint par exemple ou autre chose. Qu'est-ce qui est rédhibitoire dans les erreurs que font les journalistes qui passent ici et qui pourraient être au final des erreurs de civil, un peu comme n'importe quel civil? J'ai pas remarqué d'erreur flagrante qui revient en permanence. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est une méconnaissance ou un manque de connaissance du milieu militaire, ou plutôt des a priori qui sont bien ancrés au niveau militaire. Et ensuite, on va dire ce qui ressort le plus, ça va être le manque de préparation des départs. Là où on va insister, où on a énormément de travail au fur et à mesure des stages. Moi, j'ai eu à encadrer, donc là j'ai encadré la semaine dernière mon cinquième stage journaliste. On s'aperçoit qu'effectivement, les gens savent à peu près ce qu'il faudrait faire, mais on n'a pas le temps, de toute façon j'ai pas les moyens, et il faut partir vite. Et c'est là où c'est dans ces moments-là où on voit où ça va arriver, où les problèmes vont arriver, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'on aurait dû préparer son départ, mais on n'a pas pu le faire. C'est pas grave, je suis parti quand même. Et c'est un enchaînement de cas. Et on a, ce qui est très intéressant sur ces stages, on a des retours d'expérience de journalistes, de reporters de guerre qui ont subi une période de captivité, une période en captivité, pardon, et c'est redondant. On revient sur cette suite d'erreurs, de petites erreurs, mais qui au final mènent au gros problème. Oui, c'est un peu la différence entre le civil et le militaire en général. Le militaire est formé passe son temps à s'entraîner, à préparer, à se préparer pour être prêt le moment venu. Un civil peut-être moins. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un, civil ou militaire d'ailleurs, pour optimiser cette préparation peut-être, pour que ça prenne peut-être moins de temps ou que ça soit peut-être plus efficace? Moi, je pense qu'il faut s'adresser déjà à des gens qui ont de l'expérience et pas imaginer ce qui pourrait arriver, et se former. Malheureusement, on peut pas devenir seul. Voilà, je prends l'exemple d'un civil qui aime le trek et il se dit tiens, je vais aller me balader aux 3 frontières ou alors dans la bande sahélienne. Déjà, il faut éviter. Voilà, il ne faut pas se préparer à faire ça. Et voilà. Et ensuite, s'adresser à des professionnels. Alors que ce soit le Centre national d'entraînement commando pour les journalistes ou les reporters de guerre, voilà, ou peut-être d'autres organisations. Je sais qu'il y a Reporters sans frontières qui fait des formations et qui a des documents, qui a de la documentation qui est très très bien faite là-dessus. Là, au moment où on fait cet entretien, il y a beaucoup de journalistes qui sont déployés en ce moment en Ukraine. Certains d'ailleurs sont passés par le SNEC pour se préparer. Se préparer entre autres à ce déploiement-là, en quelque sorte. Quel regard vous portez, vous, pour le coup, peut-être à titre un peu personnel, pour avoir côtoyé autant de journalistes, sur cet état d'esprit dans lequel ils sont quand ils partent? Est-ce que vous voyez des similitudes avec des militaires, ou est-ce que c'est vraiment un autre univers qui est même brutalement différent en quelque sorte? Tout à fait. Au même titre, ce que je vous ai dit précédemment, où les journalistes ont des a priori sur le milieu militaire, personnellement, j'avais également quelques a priori sur les journalistes, et c'est en les côtoyant que je me suis rendu compte qu'au final,
autant militaire, c'est une comment on appelle ça, c'est une vocation, autant journaliste, c'est une vocation. On n'est pas dans la même direction, mais là on trouve des similitudes et on ressent quand on est au contact de ces journalistes ou reporters de guerre cette envie, voire même ce besoin de rapporter les faits, de rapporter l'information, la réalité. Je l'ai appris au contact justement des journalistes. Donc effectivement, là-dessus, on peut dire que c'est des métiers qui sont des métiers de vocation, que ce soit militaire ou que ce soit journaliste. Vous disiez que la formation, elle est adaptée pour... vous adaptez une partie de la formation que vous faites ici pour des militaires, pour ces journalistes. Il y a des choses qui reviennent. Je sais par exemple aussi que vous formez les communicants de l'armée de terre, les officiers de communication, qui font un peu le même stage, mais j'imagine plus poussé quand même, parce que comme c'est des militaires, ça doit être plus simple pour eux de suivre aussi. Sur une partie très précise qui va être le risque d'enlèvement et de captivité. Est-ce qu'il y a des différences importantes sur la préparation? Parce que la phase d'enlèvement peut arriver aussi pour un militaire, dans une moindre mesure forcément, parce que c'est plus compliqué d'être enlevé quand on est en section ou en groupe, mais ça peut être le cas, quelqu'un peut être prisonnier, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une formation spécifique au sein du SNEC pour ça? Est-ce qu'on forme les gens à gérer une période de captivité par exemple? Alors, oui. Mais elle n'est pas, on va dire qu'elle n'est pas aussi poussée que ce qui peut être fait pendant le stage des journalistes, parce qu'on vraiment on appuie sur ce fait-là. Un militaire, pendant sa phase de formation initiale, est déjà sensibilisé au risque d'être pris et tenu prisonnier par l'ennemi. Donc on a déjà des savoir-faire lors de nos classes, avec des petites mises en pratique aussi d'interrogations ou des choses comme ça. Il faut savoir qu'actuellement, on est en train de se former. Il y a une montée en puissance sur la partie interrogation et capture. Et alors, principalement au SNEC, parce que nous, ça nous sert un petit peu, mais je pense dans toute l'armée de terre en général, il y a énormément de formation. Il y a un cursus qui est en train de se monter où on apprend à mener une capture et à mener une Donc, par effet, on sait mieux se comporter. On sait mieux se comporter dans le cas contraire. On a aussi le stage donc de la brigade spécialisée de survie qui fait un stage, on appelle le stage serré. Alors c'est le stage, bon, j'ai plus l'acronyme, mais effectivement, dans ce stage, on enseigne comment réagir lorsqu'on se trouve dans une situation de capture où on se retrouve isolé en territoire ennemi, entre guillemets. Ce qui peut concrètement arriver pour une équipe commando, pour le coup. Justement, sur quelle est la part de fantasme et de réalité dans l'image qu'on peut avoir du commando, dans le sens où, pour le grand public, quand on voit des films, quand on voit le cinéma, les séries sur les commandos, les forces spéciales, etc., on a une image qui doit forcément être galvaudée. Vous, pour être vraiment dans ce système-là, quel recul vous avez sur ça? Quel point de vue vous avez sur cette question? Je pense que les gens qu'on appelle commandos sont des gens très bien formés, qui ont des capacités physiques et entre guillemets intellectuelles supérieures à la moyenne, et qui sont mis dans des situations qui, même peut-être régulièrement,
qui va leur permettre de s'élever et de se drill à l'entraînement et en opération, font que ce sont des gens qui ont un niveau très élevé. Là où je veux revenir, c'est qu'au Centre national d'entraînement commando, nous faisons de l'aguerrissement en s'appuyant sur des techniques commando. Ça veut dire que les commandos qu'on va retrouver chez les forces spéciales, des choses comme ça, ce ne sont pas le même. Ce sont des commandos sur lesquels on peut fantasmer peut-être. D'accord ? Maintenant, ici, on utilise des techniques dites commando qui vont nous servir à faire de l'aguerrissement. Donc on n'est pas ici pour former des commandos, les commandos qui ont un Bayonne. Alors c'est une petite partie, c'est une petite fenêtre de notre formation parce qu'on les fait venir, ces gens-là. On va les aider à faire de la sélection. On va les aider à sélectionner leurs gens. Mais il y a cette partie de personnel qui est très très performant et que je salue largement. Mais il y a aussi la partie commando qui va dire voilà, le jour où je pourrai plus combattre de manière optimum, eh ben, j'aurai des techniques que j'aurai appris ici au SNEC et qui me permettront de lutter lorsqu'on arrivera sur le faible contre le fort. Voilà. Du coup, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de retours d'expérience d'opérateurs, de forces spéciales par exemple, qui viennent nourrir ce socle de connaissances commando. Oui, tout à fait. Ce sont les techniques commando sont des choses qui sont ancrées, et même depuis des années. Non, pas seulement les forces spéciales actuelles, mais depuis des décennies, on utilise le même type de combat. Le combat commando est très très ancré. Hein. On vient des SAS anglais ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui est, pour moi, immuable, qu'il faut conserver. C'est un socle, ça fait partie du socle, et par-dessus, on va mettre des techniques beaucoup plus évoluées. Mais ce socle-là, ben, au bout d'un moment, si on doit revenir dessus, on sait qu'il est là et que c'est efficace. Mais effectivement, ce socle-là, les forces spéciales actuelles l'ont et s'appuient dessus. Est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques conseils ou quelques enseignements de ce socle, justement, pour, par exemple, quelqu'un qui aimerait travailler son mental, par exemple, pouvoir gérer son stress, sa peur, un peu comme un commando, pour le coup. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, pédagogiquement, on apprend la théorie, et ensuite on met en pratique ce qu'on a appris dans des exercices. Vous l'évoquiez avec les journalistes. Les exercices sont faits pour stimuler la personne, donc que ce soit un soldat ou quelqu'un d'autre, pour stimuler la personne et l'inciter à réagir de manière à mettre en pratique ce qu'elle a vu de façon théorique. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est apprenez, entraînez-vous à restituer. Et effectivement, une fois qu'on va être prêt, qu'on va pouvoir restituer correctement ses connaissances, et ben là on va pouvoir se mettre, aller vraiment dans la réalité pour mettre en pratique ce auquel on s'est entraîné. Lors du stage journaliste, il y a quelque chose qui m'a marqué personnellement, mais qui a marqué aussi d'autres camarades qui ont suivi le stage, c'est les petits modules de formation qu'on a eu sur le TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. Est-ce que vous pouvez m'en parler, nous dire ce que c'est ? Alors, les techniques d'optimisation du potentiel, actuellement, c'est en train de changer, le terme est en train de changer. On appelle ça ORFA. Donc c'est optimisation des ressources des forces armées. Le terme a changé, mais le fond reste le même. Sensiblement. Donc on va rester sur les techniques TOP parce que c'est ce qui est connu. Les TOP, c'est un ensemble
d'outils qui vont nous permettre en fait de gérer notre niveau d'activation et donc on le dit habituellement, c'est récupérer quand on le peut et se dynamiser quand il le faut. Ces outils-là, il est indispensable d'en prendre conscience, de s'entraîner régulièrement et ensuite ça va nous permettre plus tard de les mettre en pratique. Alors c'est vrai que pendant le stage journaliste, il y a quelques séances théoriques, un petit peu de phase de restitution dirigée avec un moniteur. Et ensuite, dans les différents exercices qui sont proposés, l'objectif c'est que individuellement, de manière autonome, on se dise voilà, moi on m'a montré cette manière là de me relaxer. Mais actuellement, je vais prendre l'outil qu'on m'a donné, je le sors de ma boîte à outils et je l'utilise. Et une fois que j'ai réussi à me relaxer, je le remets dedans pour la prochaine fois. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit où l'étope, c'est une matière qu'on va enseigner, qui va nous servir plus tard à savoir bien vivre. On va essayer de vivre le mieux possible en utilisant ces petits outils qui sont mis à notre disposition. Dans ces outils, il y a par exemple de la méditation, de la sophrologie, c'est ça ? Alors, il y a des exercices de relaxation qui sont issus de la sophrologie et de la méditation. Voilà. On est allé piocher dans plusieurs domaines, gros domaines, pour prendre ce qui nous semblait efficace et ce qui était le plus adapté au métier de militaire, parce que les TOP Orpha sont dédiés principalement aux forces armées. Donc l'idée c'est, je prends ce qui fonctionne, je prends ce qui peut être mis en place facilement, parce que la méditation, sur un théâtre d'opération, c'est difficile de prendre le temps de faire de la méditation. En revanche, des exercices de respiration relaxante, c'est quelque chose qui vont pouvoir être effectués de manière autonome, un petit peu partout et à n'importe quel moment. Donc voilà. Donc on a bien sélectionné quelques éléments bien ciblés qui vont nous permettre à nous d'optimiser notre potentiel et de répondre présent le moment venu, à l'instant T. Outre l'entraînement et ces outils-là, qu'est-ce qui vous permet en tant que commando, au moment où vous êtes dans une situation très stressante ou très compliquée, de garder votre sang-froid, de réussir à avoir l'esprit clair pour prendre des décisions? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent en ligne de compte? Oui, la confiance en soi. Le fait de se dire que je suis bien formé, que je suis bien entraîné et que j'ai cette capacité à prendre la bonne décision. Et il faut en être convaincu. Et que si jamais, effectivement, à un moment ou à un autre, j'ai une petite faiblesse, je sais que mon camarade qui est juste à côté, lui prendra le relais. Et quand lui aura une faiblesse, moi je prendrai le relais. Donc la cohésion, l'esprit de corps, c'est toutes des choses qui portent les militaires et qui nous permettent, en plus de tous les aspects techniques de notre travail, qui nous permettent de remplir des missions qui sont dangereuses et dans lesquelles on peut risquer notre vie. Est-ce que vous, à titre personnel, quand vous êtes retrouvé face à des situations un peu complexes à gérer, c'est quelque chose qui est devenu naturellement, où vous vous êtes dit justement ok, j'ai confiance en moi, je sais que je suis entraîné pour ça, ou est-ce qu'il y a toujours une part d'inconnu, de stress inhérent à la situation? Je pense qu'il y a toujours une part d'inconnu et de stress. Maintenant, le stress peut être positif. Et l'objectif, c'est bien d'être habitué, d'être aguerri, d'être habitué à la guerre, de manière pas à manipuler, mais à rendre le stress positif. Là où je veux en venir, c'est que l'entraînement, j'arrête pas de parler d'entraînement sur les tops, c'est très important parce que au début, on est inconsciemment incompétent. C'est-à-dire que, je sais pas, le but du jeu, c'est au fur et à mesure
devenir consciemment compétent. Donc consciemment compétent, je sais que je saurai gérer mon stress. Mais le jour J, l'objectif c'est d'être inconsciemment compétent. Ça veut dire que je ne réfléchis même plus à mes compétences. Je les ai, elles sont ancrées, et donc je n'ai pas à réfléchir à ça. Je peux réfléchir à autre chose. Et mes compétences, que ce soit en gestion de mon niveau d'activation, ou que ce soit dans mon travail de soldat, ou que ce soit dans quoi que ce soit, ou dans le métier de journaliste, par exemple, eh bien, je suis confiant en mes compétences. Je n'ai même pas à réfléchir, à me dire « est-ce que je suis compétent ?» J'y réfléchis pas. Ça vient naturellement. Ouais, d'où l'importance du drill et de la répétition des... On ne peut pas intégrer des savoir-faire sans s'entraîner, les intégrer complètement sans s'entraîner à la mise en pratique. Je pense que militairement, on est vraiment dans la pédagogie, pas que militaire, hein, même. J'ai l'impression que dans l'univers militaire, il y a quand même un truc qui n'existe pas, même pour les journalistes qui pourraient partir en zone de guerre, c'est le fait de s'entraîner dans des circonstances, dans des conditions qui sont hors normes. C'est-à-dire qu'un journaliste qui va se former en école de journalisme, il le fait dans une classe climatisée ou chauffée, où tout va bien. Un militaire qui vient passer du temps ici au SNEC, ça va pas être trop la même ambiance. Je me rappelle qu'il n'y avait pas trop de chauffage dans vos salles de cours à Collioure, l'hiver. À quel moment ça vient renforcer l'enseignement, ces conditions-là un peu compliquées? On va dire que ça va aider à ancrer des connaissances, à ancrer des savoir-faire. Lorsqu'un enfant va poser la main sur une plaque qui va être trop chaude, il va se brûler et il va s'en rappeler. Parce que là, on aura associé une connaissance avec une émotion. Et ça, au niveau psychologique, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on vient chercher le cerveau reptilien, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui va s'ancrer qui va s'ancrer nettement. Ensuite, le fait de mettre les gens dans peut-être dans des conditions difficiles, peut-être de peur, de stress, on va ancrer 3 fois plus la connaissance. Je ne sais pas si c'est arrivé. Ça veut dire que je vais mémoriser 3 fois plus une connaissance que j'ai acquise avec un effet négatif, stress, peur, qu'une connaissance que je vais avoir acquise avec un effet positif. Voilà. Donc ça, pareil, c'est des choses... Alors, la plupart des militaires le font parce qu'ils ont été éduqués comme ça, militairement, et donc ils répètent ce qu'ils ont fait, mais le fait de le savoir, on se dit, tiens, c'est pour ça qu'on fait ça. Et donc, ça c'est des choses qui sont... Là, on revient sur les tops. Les tops, je comprends ce que je fais. Je comprends ce qui marche. Une fois que j'ai compris, j'aurai plus de facilité à le mettre en pratique. C'est super intéressant. Vous disiez que quand vous formez ici des instructeurs, enfin vous formez des cadres qui vont donner ensuite des cours, vous formez des individus, vous ne formez pas des groupes constitués comme on pourrait le faire dans une unité. Ou très peu. Ou très peu. Est-ce que dans l'enseignement comme ça individuel, il y a aussi un enseignement sur tout ce qui touche au leadership, au fait de... Parce qu'un commando, on a l'image, peut-être faussée d'ailleurs, je ne sais pas, vous allez me dire, de gens qui doivent quand même maîtriser un certain leadership pour entraîner une équipe avec eux au combat, être sûr que tout le monde suit, et donc du coup peut-être développer aussi une certaine forme de charisme. Est-ce que ça c'est quelque chose qui s'enseigne ici ? Oui, ça s'enseigne, mais pas dans une matière bien spécifique. Ça veut dire que tout au long de l'instruction, déjà l'instructeur, le formateur se doit d'avoir une image auquel vont pouvoir se référer les stagiaires. Se dire voilà, tiens, lui il commande de telle manière, parce que vous parlez de leadership, de management, mais nous on va parler plutôt de commandement. Voilà. Moi je commande comme les gens m'ont formé. Et c'est un petit peu souvent ce qu'on retrouve.
Et donc, un instructeur commando qui sert ici au SNEC va insister, alors déjà va essayer d'être exemplaire, et ensuite va insister sur la manière de commander. Je vous rappelle qu'ici, on a l'ensemble ou la grande majorité des cadres de l'armée de terre. Donc ça veut dire que ça participe à leur cursus de formation. Et commander une troupe qui va être fatiguée ou qui va être en état de stress peut-être, c'est différent que commander une troupe qui est tranquillement assise dans une classe. Et donc nous on insiste largement là-dessus en disant voilà, on met les gens en situation de commandement, on leur donne des conseils et ensuite on les débriefe s'il y a lieu pour dire voilà, attention, là il fallait peut-être être plus s'imposer un petit peu plus, ou alors là il fallait peut-être te mettre un petit peu en retrait et laisser faire. Voilà. Mais ça fait clairement partie de l'instruction qui est faite ici. Comment vous formez à former sur ces éléments-là, sur le fait d'être capable d'être dur avec son stagiaire, avec son élève, et à contrario, pas aller trop loin pour que ça soit pas contre-productif justement? C'est vraiment de l'intelligence de situation. Chacun a ses limites. Nous ici, l'intérêt c'est de travailler ensemble. Les 44 instructeurs du groupement d'instruction des stagiaires, on travaille ensemble et on cherche en fait, en discutant ensemble, en regardant les autres travailler, se dire, on cherche vraiment à lisser et à avoir le même dialogue et le même niveau d'intensité dans les exercices. Et c'est vraiment avec l'expérience qu'on va se dire, bon ben voilà, là le niveau c'était peut-être trop élevé, on va redescendre. Et voilà, on dit, mais là on est bien. Et je vais dire à mon camarade, attention, on va pas trop haut, reste plutôt à ce niveau-là d'intensité. Et parce que là, on est en cible. Là, on arrive à garder l'attention des stagiaires, à garder aussi leur respect, parce que on pourrait se permettre de faire n'importe quoi, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est bien de former les gens et d'optimiser cette formation de manière à ce que quand ils sortent de leur cursus de formation, que ce soit le moniteur commando, donc qui est plutôt rustique, ou l'instructeur commando, qui lui est plutôt pédagogique, voilà, qu'on soit vraiment, qu'on ait eu la meilleure formation possible. La rusticité, c'est quelque chose d'important dans la phase d'aguerrissement et de formation d'un commando? Tout à fait, ça fait partie du socle. La rusticité, on parle beaucoup de combats de haute intensité actuellement. La rusticité, c'est une base. Hein. Ça veut dire que plus on va être rustique, plus on va être capable de se consacrer principalement à notre travail et de ne pas être gêné par un manque de confort, un manque d'alimentation. Voilà. Donc la rusticité, c'est vraiment important. Est-ce que c'est pas plus difficile aujourd'hui, en 2022, au moment où on enregistre cet épisode, que dans vos souvenirs quand vous êtes lancé dans cette carrière de militaire, il y a quelques années déjà, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme nouvelle technologie, comme confort de vie, comme facilité dans notre vie de tous les jours? Alors peut-être un petit peu, mais à moindre mesure. C'est pas effectivement, on a beaucoup de confort dans la vie de tous les jours, mais l'humain reste le même. Et je pense que de toute façon, on s'adapte au milieu dans lequel on évolue. Et même si la marche est peut-être un petit peu plus grande, si on arrive à la faire passer de manière progressive, et voilà, on arrive quand même à acquérir de la rusticité. Même si on part de loin et qu'il y a encore 2-3 ans, j'étais étudiant et que j'avais jamais passé une nuit en camping. Si on arrive à amener progressivement, c'est très important la progressivité, hein, progressivement la personne et donc le jeune soldat
un niveau de rusticité important, on y arrivera. Ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps, mais voilà. Et il y a une chose qui est importante, c'est que on pourrait se dire, oui, il y a 20 ans, on était plus rustique, mais je pense qu'il y a 20 ans, on était les mêmes. Mais c'est surtout notre vision des choses qui a changé. Voilà. La vision des choses change plus rapidement que les choses elles-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas même une sorte de retour en arrière, dans le sens où les stages de survie sont à la mode? Il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour faire des formations commando dans le civil. D'ailleurs, ça commence à devenir un business de beaucoup d'anciens militaires, de lancer ce genre de choses. Quel regard vous portez, vous, sur ça? Est-ce que il y a un attrait pour ça? Ça vient des médias, ça vient de... Bon, déjà, je n'ai pas à juger ce genre de choses, mais je pense qu'effectivement, c'est toujours humainement, on a un esprit de contradiction. Et plus on va avoir de confort, plus on va chercher derrière à se mettre dans l'inconfort et inversement. Donc, non, je pense que c'est un effet de mode. C'est un effet de mode, et avec les médias, les réseaux sociaux qui en parlent, c'est des choses qui sont augmentées. Ouais. Bon, après, ça peut être bien, c'est bien. Pourquoi nous on enseignerait des choses que les civils n'apprendraient pas? Là, j'imagine que ça doit être assez amusant de voir ça de l'extérieur, de voir comment ça se passe à l'extérieur, de voir qu'il y a des gens qui sont, que c'est une mode qui est en train de se lancer. Pour terminer cet entretien, quel est le conseil que vous aimeriez partager? Peut-être, je vous fais sortir de votre zone de confort, je vais vous restreindre, je vais vous dire, à part le fait de s'entraîner, de se former, quel est le conseil que vous aimeriez donner, qu'on vous a peut-être donné à vous, à titre personnel, pour gagner en rusticité, en aguerrissement, en technique commando? Bon, la question est difficile, mais non, je pense que, outre l'entraînement, tout ça, c'est la motivation. Il faut savoir pourquoi on le fait. Il ne faut pas le faire pour le faire, ou parce que c'est la mode ou quoi, mais c'est si j'en ressens le besoin, si j'en ai effectivement le besoin, parce que je vais être projeté quelque part, je vais m'engager sur une voie. Je veux par exemple suivre un cursus de force spéciale, je vais être motivé pour augmenter ma rusticité, mes compétences. Donc voilà, je pense que la motivation, c'est très important là-dessus. Donc être motivé, se motiver ou trouver les moyens de se motiver. C'est un très bon conseil. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.